Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Le plaisir, le charme d'Alain Cabana, évidemment l'écriture d'Alain Cabana, quelques minutes de vérité, les journalistes au point, elle poursuit les politiques un peu partout dans le monde, les politiques français bien évidemment, pour les confesser et obtenir d'eux donc des petites phrases qui tracent leur portrait et les douleurs qui accompagnent leur vie politique. Ma chère Anna, bonjour. Bonjour Vous Guillaume. êtes à côté du sémillant André Berkoff qui nous a mis sa petite tenue de séminariste orthodoxe ce matin. Absolument. Vous êtes absolument... Mais non pédophile, Comment s'il vous plaît. Non pédophile. Je tiens à Magnifique. préciser. Anna, alors, je vais plonger dans un des exemples qui est amusant, c'est Alain Juppé, la poursuite que vous faites avec Alain Juppé, plus d'ailleurs un portrait qui est fait de lui par, si ma mémoire est bonne, l'ancien ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo plus tard. Oui. On voit deux choses, c'est-à-dire vous êtes face à une sorte d'Alain Juppé ultra sentimental et en même temps assez imposant, impressionnant, vous le dites vous-même, vous dites que je suis presque amoureuse de lui, mais au sens politique, évidemment, bien sûr. Et de l'autre côté, 50 pages plus loin, Borloo qui dit c'est un abruti, qui a un cerveau qui marche à moitié, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est bizarre le témoignage des hommes politiques sur eux-mêmes. Mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est-à-dire que c'est ces moments-là, si vous voulez, où il se passe quelque chose. Alors soit ça va donner quelque chose d'eux-mêmes, un fragment de vérité, une forme de fêlure. C'est-à-dire que quand Jean-Louis Borloo me dit ses horreurs sur Juppé, parce qu'en fait il pète un plomb. Il est foudrage et tout d'un coup il est embrasé. Parce que vous allez écrire un article qui ne lui plaît pas du tout. Un article qui lui plaît pas du tout, et donc là, Borloo devient, si vous voulez, une espèce d'ouragan de tempétueux et presque, enfin, je veux dire presque violent avec les mots, si vous voulez, assez terrorisant. Et à partir de là, quand un truc comme ça, quand quelque chose de chimique se passe comme ça, Guillaume, ensuite les mots sortent, et les mots ils sortent comme des torrents assez immaîtrisés. Et donc, moi j'ai pas un très bon souvenir de cette scène avec Borloo. C'était en 2007 parce que je suis sortie de là complètement terrorisée par sa colère. Et en même temps, vous adorez ça, Anna. alors, mais j'y viens. Attendez, en même temps, c'est une scène de roman. C'est-à-dire que c'est une scène de roman parce que c'est comme, vous savez, c'est comme en chimie. C'est un précipité. C'est-à-dire que c'est le moment où la solution se précipite pour former quelque chose qui en fait est un moment singulier. Et donc Borloo, il me dit des horreurs parce que il est dans cet état chimique de colère. Et Juppé, c'était en effet. Et pourquoi vous l'aimez ? Mais j'aime Juppé depuis toujours, parce qu'en fait, j'aime Juppé, et en même temps, je le trouve jamais à la hauteur. Parce qu'elle regarde, on a l'impression d'une sorte de tableau du 19e siècle de Thomas Couture, tout d'un coup, elle regarde le ciel, avec des cendres des anges. I love Juppé. Voilà. Le ciel au-dessus de nous, Oui. Guillaume. Non, mais j'aime Juppé parce il parle au fantasme de la France qui est la mienne, c'est-à dire que pour... Vous avez des fantasmes curieux, quand même, vous. Ah, mais vous n'imaginez même pas, Guillaume Durand. Mais c'est-à-dire que c'est la France de toujours, la France qui tient droite malgré tout, la France des versions grecques et latines, la France où on lâche pas les gens. Ouais, c'est-à-dire que cette France, c'est-à-dire que la France d'avant, c'est le dernier des Mohicans, Alain Juppé. Alors, et c'est ce qui explique aujourd'hui son avance dans les sondages. C'est ce qui explique la Juppémania, ce qui veut pas dire que cette Juppémania se concrétisera dans les urnes, ni en novembre, ni même après. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce fantasme-là de cette France-là incarnée par Juppé, manifestement, moi je l'ai eu il y a 15 ans, mais la France le vit absolument vigoureusement aujourd'hui. Alors il y a les articles concernant Cécilia Sarkozy, il y a un article passionnant concernant Patrick Buisson qui dit que finalement Nicolas Sarkozy est victime d'abord et avant tout d'une sorte d'antisémitisme, lui-même qui ne se revendique pas vraiment comme tel, comme juif, et donc c'est assez intéressant, même s'il ajoute au passage d'ailleurs qu'il est d'une grande vulgarité. Le meilleur article à mon avis, le plus poignant ou le plus étonnant, c'est celui avec Villepin, où vous passez du vous au tu sur des questions concernant le désir. Où lui passe du vous au tu. Oui, en fait. Mais c'est un truc extraordinaire parce qu'il inverse, si vous voulez. Moi, je pensais le déstabiliser. C'était à une époque où je faisais des séances d'entretien pendant le procès Clearstream, donc c'était quand même pas un moment où Villepin était flamboyant. Il était assis tous les matins, souvenez-vous, sur une petite chaise en plastique, sur le banc des accusés du tribunal. Il était dans cette douleur et cette colère. Et moi, je le voyais l'après-midi dans son petit bureau de l'avenue Foch. On était dans 10 mètres carrés. Vous imaginez, pour contenir le panache de Dominique de Villepin, 10 mètres carrés. C'était un peu dur, quoi. Ça saturait. Et là, non mais attendez. Non mais Guillaume, oui c'est sûr, c'est parce que je suis ravie. Si on y va tous les deux, Berkoff, non mais attendez, j'ai dit vous avez du talent. Ouais. Oui. Mais oui, non mais. Si Berkoff et moi on y va, on va pas rentrer dans le bureau de 10 mètres carrés. On va rester dans le jardin. Non mais ce qui était intéressant avec Villepin, c'est que donc ce jour-là, il m'a complètement déstabilisée parce que moi j'arrive avec une séance sur le désir. Voilà, parce que je considérais qu'au fond Villepin.
Il avait tout. Non, c'est moi. Il avait tout, sauf il lui manquait quelque chose du désir véritablement de conquête. C'est-à-dire qu'il avait une telle idée et de la France, une fantasmagorie, si vous voulez, une telle idée de lui-même aussi dans le fantasme, que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le désir de conquête. Alors qu'est-ce que je lui demande ? Je lui dis voilà, écoutez, donc la thématique, machin, désir. Ça faisait une huitaine d'années à peu près que je suivais Villepin, que j'écrivais sur lui dans les différents journaux dans lesquels j'ai bossé. Et là, évidemment, on se vous voyait depuis le début. Et donc, je commence à poser mes questions. Et là, il me dit, attendez, non, mais vous allez pas vous en sortir comme ça. Je crois que ça va pas être possible. Là, le vous, c'est une protection. Le vous, c'est une planque. On peut tout demander quand on vous voit quelqu'un. Non, là, on va le faire dans l'autre sens. Anna, vous voulez savoir quoi ? Attendez, non, tu veux savoir si je bande derrière un pupitre ? C'est ça ta question ? Parce que le tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, je t'écoute. Pose-moi la question à la deuxième personne du singulier. Et je peux vous dire, non, mais attendez, il a renversé la charge de l'empourprement. C'est-à-dire que là où moi, je pensais avoir pointé du doigt quelque chose d'extrêmement juste et d'une fêlure chez lui, c'est-à-dire que ce qui lui manquait, ça, je pensais avoir diagnostiqué ça, et là, il renverse le truc. Voilà. Et, oui, mais c'est des moments, si vous voulez. C'est-à-dire que là, quand je raconte ça dans ce bouquin, je mets de l'autodérision parce que je trouve que j'étais ridicule dans cette scène, et en même temps, ça en dit tellement long sur la capacité de Dominique de Villepin, cette espèce de vigueur qu'il a. N'accélérez pas, on est là tranquillement, tout va bien. J'en ajoute quelques-uns qui sont importants. Je suis enflammée, vous comprenez, voilà, enflammez-vous. À un moment, donc, passage avec Bayrou qui explique à Hollande 3 mois après son élection qu'il est mort pour avoir fait toutes les conneries possibles et imaginables. Les propos aigre-doux, mais en même temps cultivés d'Aquilino Morel qui dit que Hollande est entouré d'une bande de nuls. Rajouté par Arnaud Montebourg qui dit exactement la même chose sur un autre registre. Une chambre qu'on vous donne à côté de celle de Laurent Fabius dans un voyage en Israël, ce qui vous rend absolument hystérique. C'était au Qatar. Au Qatar, pardonnez-moi, ce qui vous rend totalement hystérique. Alors, il faut quand même avoir le plaisir de lire le livre et de découvrir, de ne pas tout raconter. Il y a une chose qui a changé, mon cher André, vous qui avez écrit aussi des livres, et on en parle évidemment tous les trois. Un certain nombre. C'est que finalement, dans la geste gaullie, vous aviez des écrivains, et même Mitterrand, qui accompagnaient le pouvoir. Romain Gary, André Malraux, etc. Et maintenant, je lisais pendant la campagne de notre ami Bruno Le Maire, je dis notre ami pour tout le monde, comme ça on se fâchera avec personne, qu'il avait Georges-Marc Benamou à la caméra quand il se déplace, et Christine Angot avec un crayon et un papier. Il n'y a pas un côté totalement délirant du rapport qui existe maintenant entre l'écriture et justement l'homme en action. Je crois que ce qui est très intéressant, et je ne sais pas encore le lire, mais je vais le lire, le livre d'Anna, ce qui est très intéressant, c'est le changement total du rapport des politiques et des journalistes ou des écrivains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accélération, si vous voulez, des médias, les 24 heures sur 24, etc., ils sont aujourd'hui non seulement un peu, comment je dirais, débordés, ils sont devenus les co-commentateurs de leur propre action ou de leur propre inaction. C'est-à-dire qu'ils sont obligés en permanence d'être là. Moi, j'étais très frappé ce matin dans une radio concurrente, Valls qui répondait à Gattaz, etc. Ils sont, si vous voulez, quand un micro ou une caméra se tend, quand ils ont des relations, on va très bien avec un certain nombre de journalistes, ils parlent. Alors en même temps, ils savent très bien qu'ils parlent à une journaliste, ils savent très 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 bien à une journaliste, quel que soit le talent. Ils savent très bien que ce qu'ils vont dire, il est absolument off ou pas off, il est absolument orienté. Mais je crois qu'il y a vraiment une espèce de, comment dirais-je, il y a une espèce de tsunami d'informations qui font que la distance qu'il y avait il y a encore 20 ans ou 25 ans, qu'avait Mitterrand, qu'avait De Gaulle, qu'avait Pompidou, qu'avait même Giscard, n'est plus du tout la même. Mais vous vous souvenez, pardonnez-moi, une expression effectivement violente. Vous vous souvenez du bordel quand Mitterrand s'est rendu compte que Jacques Attali publiait le verbatim de ses propos. Absolument. Il y avait quand même une distance. Tandis que là, on a l'impression, moi, c'est un sentiment que j'ai eu. D'abord que la littérature, la politique, c'est jamais que de la littérature en action. Donc il est normal que les journalistes y aillent. Mais en même temps, il y a un côté Pierre tombale, c'est-à-dire au fond, ils ne supportent plus ce que les autres disent d'eux, c'est-à-dire cette information que vous décrivez. Donc ils se disent, en convoquant des gens qui ont un peu plus de talent que la moyenne, c'est l'épitaphe qui est sur ma tombe qui sera juste et non pas ce que je suis en train de faire. Oui, mais pardon Guillaume, il y a quelque chose. C'est un peu mortifère comme sentiment. Mais il y a quelque chose dont ils se sont aperçus et dont tout le monde s'est aperçu. Quel raffinement, c'est que le pouvoir n'est plus du tout ce qu'il était.
C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la marge de manœuvre de leur pouvoir est totalement rétrécie. Pourquoi ils se confient tellement? Pourquoi ils sont tellement prolixes? Parce qu'ils savent que leur action, leur pouvoir d'action, c'est totalement réduit. C'est voilà, non seulement un corollaire de l'impuissance. Je pensais à ça parce que c'est ce que vous dites et tout me paraît juste avec les gens aujourd'hui, par exemple les électeurs de droite, les électeurs de gauche, ils aimeraient bien que François Hollande revienne à ce qu'il avait promis. Les électeurs de droite veulent la suppression de l'ISF, les 100 milliards de diminution de dépenses, etc. Et là, qu'est-ce que nous leur racontons que dans le droit fil de la promenade de Bruno Le Maire, il y a Christine Angot et Georges-Marc Benamou. Ce n'est pas du tout insultant pour eux. Non. Et ils se disent comme il y avait Yasmina Reza chez Sarkozy. Et Yasmina Reza chez Sarkozy. Je ne me souviens plus Laurent Binet qui était Anna a souvent été justement mêlée, c'est tout à fait normal dans ses campagnes. Moi aussi, je fais des portraits politiques dans le. Et rappelez-vous des off, etc., de Safran. Qu'est-ce qui s'est passé entre disons la génération Mitterrand, Chirac qui était quand même un peu des mutiques et les autres qui se promènent partout avec juste un mot, regardez, ça a été chimiquement pur, c'est l'émission Hollande d'il y a 3 jours. L'émission Hollande il y a 3 jours, il n'avait aucune annonce, pendant 2 heures. Il commentait sa propre inaction. Il était là avec les autres, résultats des courses, on connaît les résultats, mais vous savez, la seule annonce qu'il a fait, il a dit, un quinquennat c'est 5 ans. 4 ans, c'est pas un quinquennat. Voilà. La seule annonce qu'il a faite, qui est évidemment un scoop voilà. Et ce qui fait que ce qui devient très intéressant dans la littérature, c'est l'impuissance. Non. Parce que c'était déjà présent avec Napoléon, Ils se sont laissés envahir par la littérature. Stendhal, Victor Hugo, Napoléon, c'était déjà là, la littérature. Mais c'est extraordinaire, l'impuissance pour écrire. Si vous voulez, c'est un terreau d'écriture magnifique. C'est-à-dire que ça fait des personnages politiques, si vous voulez, des espèces de héros ou d'anti-héros tragiques, et qui, en effet, sont happés par le commentaire d'eux-mêmes et ont besoin de mettre des mots sur eux et de se laisser regarder. Et ça les rassure. Tout en souffrant du regard que vous portez. Attention, il faut voir une chose. C'est vrai qu'il y a cet aspect Pierre Tombal. Il y a quelque chose de schizophrène dans ce truc-là, parce qu'à la fois ils cherchent la mise en abîme, ils cherchent ce que vous soyez vous commentateurs, spectateurs d'eux-mêmes, et ils sont eux-mêmes commentateurs de ce qu'ils font au moment où ils le font, et en même temps quand ils le lisent, il y a une crudité dans leur ressenti quand ils lisent ce que vous écrivez d'eux, et parfois ils détestent. Moi je vois les portraits que je fais, que ce soit dans des bouquins, dans celui-là, dans les autres, dans le Point, si vous voulez, la réaction de mes personnages politiques peut être d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'ils aiment pas, ils sont dans cet écartèlement permanent. Justement. Mais pourquoi? Juste un mot, pourquoi? Regardez, il s'agit pas de comparer quoi. Regardez le livre Malraux sur De Gaulle, les chaînes qu'on abat. Quand Malraux rencontre De Gaulle, je sais. Non, mais c'est-à-dire ce qui est intéressant, au-delà du talent, au-delà de l'écriture, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une distance formidable. Vous avez un dialogue au sommet entre des gens qui savent ce qu'ils sont et qui savent leur identité. Là, devant Anna, Villepin, que ce soit Villepin, Juppé, tout ça, moi je suis moins même Johnny, même Bruel dans le livre. Mais oui, même Johnny. Qui demande pardon à une tasse. Patrick Bruel qui renverse sa tasse de thé, qui lui demande pardon et qui se décompose. Ils sont beaucoup moins sûrs devant Anna Cabana ou devant une journaliste ou un écrivain que les autres l'étaient. C'est clair. Est-ce que vous avez le sentiment, Anna, pour revenir à l'histoire récente du journaliste, que la théorie Servan-Schreiber, je parle de Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Express, c'est-à-dire celle qui a donné naissance à la génération Catherine Ney, Michel Cotta, donc nos consoeurs qui ont initié ce genre, est une théorie qui finalement fonctionne toujours. Alors vous allez considérer que c'est un machisme absolu. Mais je l'ai pas dit, vous le dites, je savais que vous finiriez en demandant. Vous ne saviez pas, mais si, que vous savez que c'est machiste comme question, bien sûr, oui. Oui. Ça a été volontairement fait. De la même manière. Par François Giroud. Par François Giroud, mais qui l'a théorisé. C'est elle-même. En disant, il faut envoyer des filles au Parlement parce que les garçons n'obtiennent aucun résultat, tandis que les filles, les députés, les ministres leur parlent. Est-ce que vous le ressentez, vous? Mais ce que je ressens, au fond, moi, je fais parler les femmes aussi. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que, en fait. Michel Alliot-Marie est dans le livre. Michel. Elle parle d'orgasme. Et elle parle d'orgasme, mais elle raconte. Non, mais attendez, elle raconte un truc complètement dingue. Michel Alliot-Marie qui regarde le pupitre où va s'exprimer Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle dernière et qui me dit qu'en fait, je me rends pas compte à quel point c'est extraordinaire d'être derrière ce pupitre, parce qu'en fait, c'est comme quand on fait l'amour, que ça procure le même plaisir. Moi, je regardais Alliot-Marie, je me suis demandé si elle se foutait de ma gueule. Son étole saumon. Elle était complètement habitée. C'est l'orgasme final. Elle était habitée par ça. Et elle me disait, mais attendez, si les hommes savaient, voilà. Mais attendez, j'ai une petite question derrière à vous poser. Le pouvoir est aphrodisiaque, Anna.
et à l'autre. Au fond, pourquoi depuis la nuit des temps, suggère Louis VI le Gros, il y a toujours eu des intellectuels, des journalistes proches du pouvoir, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi vous avez toujours choisi d'accompagner la politique alors qu'on sait très bien que le pouvoir aujourd'hui, il est plutôt du côté de Zuckerberg, de François Pinault, de Bernard Arnault, les patrons de Total qui ont le vrai pouvoir sur le pays. Mais par ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'impuissance qui m'intéresse. Non, mais je veux dire, c'est les fêlures. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est le pouvoir, c'est la souffrance de ne pas avoir assez de pouvoir et ce que ça les conduit à faire. C'est ce qui fait de ces personnages-là des précipités extraordinaires et des surfaces de projection pour écrire qui sont absolument... Donc plus il y a de la littérature, plus ça veut dire qu'au final, plus il y a de littérature sur la politique, plus ça veut dire que la littérature est une impuissance. Oui, et la politique et la littérature, si vous voulez, sont des impuissances qui se regardent avec un effet de miroir et c'est là-dessus, moi je pense que c'est une manne d'écriture absolument génialissime. La grande différence, parce qu'ils sont c'est fous et qu'avant douloureux. il y avait des écrivains, aujourd'hui ils sont obligés d'être des vétérinaires. Voilà la différence. Aujourd'hui, vous avez des vétérinaires. C'est cruel, mais c'est pas complètement faux. Bah ouais. Quelques minutes de vérité, c'est publié aux excellentes éditions Grasset, le livre talentueux d'Anna Cabana. Le voici, c'est 10 sans flagornerie. Passez la meilleure journée possible. Manuel Valls a répondu ce matin à Pierre Gattaz. Prendre en otage la négociation sur l'assurance chômage, c'est-à-dire sur le revenu de ceux qui ont perdu l'emploi, c'est ne pas être à la hauteur de la responsabilité en tant que partenaire social quand on négocie ou on ne pose pas des ultimatums. Propos tenus ce matin sur France Info. Il est 8h57, vous êtes sur Radio Classique. Je vous rappelle que nos sondages, c'est-à-dire vos sondages, sont excellents, nous en sommes ravis. C'est la raison pour laquelle nous nous levons tous les matins. Vous allez avoir droit, et avec bonheur, à de la musique toute la journée. Vous retrouverez à 19h ce soir Patrick Poivre d'Arvor. Et bien évidemment, nous avons rendez-vous avec la Bourse et Evro Jerry dans un instant.